bonsoir Lionel, je suis donc Jean-Luc Chirpage, je suis un ex-DRH, j'ai commencé ma carrière comme DRH, alors j'ai été dans quatre sociétés différentes, jusqu'à 1500 personnes, dans le groupe Areva, dans l'automobile, puis Thales. Et ensuite, j'ai créé et dirigé différents cabinets de conseil en ressources humaines, en particulier sur la reconversion et le reclassement. Et depuis 8 ans, j'ai créé et je dirige deux entités qui sont Tasmanie et Human Assistance, qui sont spécialisées dans l'accompagnement professionnel des personnes qui sont victimes d'accidents graves ou de longues maladies. En gros, on fait 400 accompagnements diagnostiques par an. Voilà. Oui, alors Tasmanie, très simplement, c'est l'accompagnement de l'entreprise et des collaborateurs qui sont victimes d'accidents ou de maladies graves, c'est-à-dire des absences qui sont généralement de plus de 3 mois suite à des longues maladies, des accidents graves, des burn-out, beaucoup de burn-out, des agressions ou des deuils traumatiques. Donc, on va accompagner les équipes RH et managériales et les personnes à passer le cap positivement de manière à préserver la continuité professionnelle. Alors, l'absentéisme en général, il est autour de 4,5% du temps total de travail des collaborateurs, ce qui est énorme et qui peut même atteindre, dans des secteurs comme le commerce, 6,8%. Et c'est quelque chose qui est plus important, plus on est dans des groupes avec beaucoup de personnel. Alors, ça, c'est l'absentéisme en général. Nous, l'absentéisme dont on s'occupe, c'est-à-dire l'absentéisme de plus de 3 mois, en fait, ne représente que 5% du nombre des arrêts, mais paradoxalement, il représente 50% du nombre de jours d'arrêt. Donc, c'est quelque chose auquel on ne pense pas et souvent, les entreprises s'intéressent plus aux absentéismes de courte durée avec l'impression qu'ils peuvent plus agir sur ces absentéismes-là. On passe sous silence cet absentéisme longue durée de plus de 3 mois, qui en plus a souvent des causes. La cause première de ces absentéismes longue durée, ce sont des troubles psychologiques. Donc, l'entreprise n'est pas forcément très à l'aise avec ce type de sujet. Alors, parce que c'est un sujet qui a été très, très peu couvert pour différentes raisons, parce que souvent, les gens qui en sont en charge, hein, au niveau managérial ou ressources humaines, et j'ai moi-même été DRH, on est particulièrement mal à l'aise avec ces sujets-là. On ne sait pas comment les prendre, c'est humainement compliqué. On a un positionnement qui parfois peut être incompris, parce que si on pose trop de questions, finalement, on peut avoir l'impression qu'on pousse les gens à revenir ou qu'on leur met une pression. Et en même temps, si on ne pose pas la question, on ne peut pas adapter la structure de l'entreprise. Donc tout ça est assez schizophrénique et compliqué. Donc en fait, il y a très peu d'offres. Et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé et qu'on a développé notre activité. Alors, bien sûr, il y a deux raisons essentielles, hein. Ce sont pour des raisons économiques que l'entreprise, essentiellement, va s'y intéresser de prime abord, parce que les coûts induits de cet absentéisme longue durée sont extrêmement importants, parce que, bien évidemment, quand on ne sait pas si la personne va revenir dans une semaine ou dans un mois, ou si elle revient dans un an, on ne s'adapte pas de la même façon. Mais comme généralement, on ne sait pas, on cherche, c'est compliqué, et on perd beaucoup de temps, et l'entreprise est déstabilisée, on est moins efficace et ça coûte très cher. Ça, c'est la première raison, mais la raison essentielle pour nous, c'est celle qui est la plus importante, c'est une raison humaine. Parce que les gens qui sont absents pour plus de 3 mois de l'organisation, c'est un véritable tsunami pour eux. C'est un tsunami, une déstabilisation complète dans leur vie, parce que bien évidemment, ils sont touchés dans leur chair par la maladie ou l'accident. Mais au-delà de ça, ils doivent s'occuper de leur perspective professionnelle à un moment où souvent, ils n'en ont ni la force, ni la capacité. Donc, on est dans le moment de la plus grande déstabilisation pour les collaborateurs, c'est de se retrouver finalement hors de l'entreprise avec une difficulté de santé qui nous fait nous sentir très, très amoindris ou très, très faibles et pour envisager les perspectives futures dans l'entreprise. Alors, nous intervenons à la demande de l'entreprise et la première chose que l'on fait, c'est bien évidemment de discuter avec l'entreprise pour comprendre la problématique. Et une fois fait, une fois qu'on est missionné par l'entreprise, on va contacter le collaborateur pour faire une phase de diagnostic où on va essayer finalement d'expliquer au collaborateur la démarche de l'entreprise,
qui est une démarche en fait pour l'aider et essayer d'anticiper finalement tout ce qui va se passer. Et une fois qu'on a fait cette démarche de diagnostic, dans l'immense majorité des cas, les gens souhaitent aller sur un accompagnement. Et cet accompagnement va être choisi en fonction finalement du temps d'absence de la personne, de l'état de santé de ce collaborateur et des objectifs à atteindre. Donc, en complète transparence avec le collaborateur et l'entreprise, on va décider d'un accompagnement et on va mettre en place cet accompagnement. Alors, c'est souvent la question des DRH qui sont très inquiets finalement de savoir comment est-ce que cette démarche va être prise. Et en fait, elle est bien prise. Elle est même très bien prise parce que c'est une libération finalement pour les personnes qui étaient très angoissées finalement de penser que va faire l'entreprise vis-à-vis de moi? Est-ce que finalement je ne vais pas passer à la trappe? Est-ce qu'on ne va pas me remplacer? Est-ce qu'on ne va pas faire les choses sans finalement prendre en compte mon état, mon avis, mes objectifs, etc. Donc, ils sont extrêmement rassurés. Alors, bien évidemment, il faut continuer à les rassurer, c'est-à-dire que l'objectif premier, c'est de les aider à passer ce cap-là et à complètement prendre en considération finalement ce qui leur arrive et de ne pas être ni dans le déni, ni dans la colère et de véritablement bien mesurer finalement les implications de ce qui leur arrive sur leur potentiel professionnel. Donc, les gens prennent très, très bien la chose et ils sont très heureux finalement qu'on s'occupe d'eux. Alors, certaines entreprises essayent de le faire, bien évidemment, mais on a un problème de positionnement parce que, bien évidemment, le management et les ressources humaines peuvent, à un moment, avoir des intérêts qui peuvent être considérés comme contradictoires avec ceux du salarié, en particulier sur des objectifs de très court terme. L'entreprise, le management doit délivrer ce que le client attend de l'entreprise et le faire dans les conditions initiales. Et en l'absence du collaborateur, ils doivent s'organiser très rapidement. Et ça peut être finalement perçu par le collaborateur comme une marque d'éviction ou une marque qui n'est pas un signe qui n'est pas positif. Donc, tout l'intérêt, en fait, d'avoir une intermédiation de cette relation pour pouvoir expliquer à chacun que et l'entreprise et le collaborateur ont des attentes et qui sont tout à fait justifiées et qu'elles ne sont absolument pas incompatibles, à condition, bien évidemment, de s'y intéresser et d'y réfléchir et de préparer les choses. Oui, il y a de nombreux avantages, en particulier l'expertise. On n'est pas toujours, quand on est en ressources humaines ou manager, des experts de ce type de situation. J'ai été moi-même et manager et aux ressources humaines de société. Je pense qu'à l'époque, je n'avais pas les capacités et la compréhension juste de ce qui se passait. Il faut aussi beaucoup d'objectivité, de neutralité, parce que les phases qui sont bien connues de déni ou de colère peuvent être des deux côtés, c'est-à-dire que l'entreprise ou le manager, parfois, peut s'agacer en ayant l'impression que l'absence n'a pas pour origine une raison valable et que finalement, le collaborateur peut empêcher l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, il est extrêmement important d'avoir un regard extérieur avec beaucoup d'objectivité, de neutralité, et puis de respecter la confidentialité et la discrétion. Pour l'entreprise, c'est aussi beaucoup de temps de gagner parce qu'on externalise une charge de travail qui est réelle, une expertise. C'est aussi parfois une opportunité de formation pour les collaborateurs, d'être sensibilisés à ce type de situation et de mieux les appréhender. Et puis, ça permet d'éviter les conflits parce que quand on ne gère pas le retour d'un collaborateur, ça se passe rarement bien. Donc, on a beaucoup de situations conflictuelles qui se terminent pas forcément bien quand on ne gère pas. Alors, pour le collaborateur absent, bien évidemment, il y a un soutien psychologique et opérationnel immédiat et on a des résultats sur l'implication et sur la remotivation qui sont extrêmement forts. Pour l'entreprise, c'est aussi une opportunité
d'avoir une politique RSE avec beaucoup plus de lisibilité. On parle beaucoup de responsabilité sociale et environnementale. Quand on regarde les statistiques, il y a surtout de l'environnemental et peu de social. Et on s'intéresse à des sujets qui sont quand même sociétaux, c'est-à-dire qui sont très détachés de l'entreprise. Et les collaborateurs ont souvent du mal à comprendre finalement pourquoi on s'intéresse à des choses qui relèvent du gouvernement ou de la gouvernance régionale, locale, mais rarement de l'entreprise. Alors que là, on a une vraie opportunité de traiter un sujet social de première importance. Aujourd'hui, quand on regarde les études, ce qui est le plus déstabilisant pour un collaborateur d'une société par rapport à son rapport à son entreprise, c'est véritablement quand il est éloigné durablement par la maladie ou l'accident de sa société. C'est le moment le plus traumatique et le plus compliqué à gérer. Donc, si l'entreprise gère convenablement ce moment-là, on a une politique RSE, surtout sociale, de responsabilité sociale, qui est extrêmement lisible. Alors, très simplement, on va sur le site de Tasmanie. Alors, Tasmanie, c'est avec un Y, tasmany.com. Et on va dans la rubrique Contact, ou alors on écrit directement à contact@tasmanie avec un Y.com. Et on répond, nous, dans les 2 jours pour pouvoir initier le premier contact avec un rendez-vous téléphonique et pouvoir échanger.